Au printemps 1944, l'escadron numéro 617 de la Royal Air Force reçut une cargaison qui allait captiver totalement les ingénieurs de la base. 22 bombardiers arrivèrent à Bro-Lancaster, qui n'avait littéralement pas de porte dans la soute à bombes. Les hommes de l'escadron 617 pensèrent que c'était complètement fou de voler à bord de ces appareils, puisque cette ouverture ne les rendait pas seulement vulnérables face aux intercepteurs, mais rendait aussi les bombardiers aussi lents qu'un avion de la Première Guerre mondiale. Cependant, ils décidèrent d'obéir aux ordres, car après leur arrivée, les bombardiers reçurent une cargaison qui allait donner un sens à tout cela. Les bombes Grand Slam. Dans cette vidéo, nous parlerons des curieux Lancaster, de l'escadron 617, les bombardiers, qui volaient sans porte sur la soute à bombes. Et, bien sûr, nous éclaircirons également les conséquences étranges de cette curieuse pratique, ainsi que la raison de celle-ci. Alors installe-toi confortablement, et sois le bienvenu. UNSCLO. Au début de 1944, la gigantesque campagne aérienne visant à affaiblir l'Allemagne autant que possible battait son plein. Chaque jour, des dizaines de missions étaient lancées au cœur du Reich. Les usines qui faisaient tourner la Wehrmacht étaient détruites une à une. C'est pourquoi, progressivement, les Allemands ont commencé à fortifier tout ce qui était important. Et si possible, mettre ces usines sous terre. Des usines aussi bien de matériel militaire que de véhicules. Et elles étaient désormais fortifiées, parfois à des dizaines de mètres sous terre, hors de portée de toute bombe utilisée par la Royal Air Force. De même, pour optimiser les bombardements sur ces fortifications, l'ingénieur Burns Willis aurait la solution à ce problème. Willis avait gagné le respect de la Royal Air Force. Après avoir créé la bombe rebondissante avec succès, celle-ci causa des dégâts irréparables aux barrages allemands. Dans la célèbre, nous avons terminé l'opération Châtiment. C'était un ingénieur de renom, donc tout ce qu'il voulait développer recevait l'approbation de la Royal Air Force. Et sans surprise, sa proposition allait changer le conflit à jamais. Son but était de fabriquer les bombes les plus grosses possibles, et qu'au lieu de détruire par l'explosion elle-même, elles utiliseraient les ondes sismiques pour éliminer les bunkers, un concept qu'il a appelé bombe sismique. Ce nouveau paradigme promettait d'augmenter l'efficacité des attaques et la gamme des cibles qu'un bombardier Lancaster pouvait attaquer. Le Lancaster avait une soute à bombes assez longue, de 10,05 mètres, ce qui lui permettait de transporter des bombes vraiment grosses ou de nombreuses bombes ordinaires. La plus grosse qu'ils utilisaient à ce moment-là était la Cookie, qui pesait 1818 kg, adaptée aux fortifications solides, une charge habituelle pour un bombardement de zone. Il ressemblait à cela avec une Cookie et 12 conteneurs d'incendiaires d'un demi-kilo chacun. Mais la nouvelle bombe de Wireless n'aurait rien à voir avec celle qui existait déjà. Au début de 1944, la Tallboy serait introduite, mesurant 6,4 mètres de long, et pesant pas moins de 5448 kg. Elle était si lourde que le Lancaster ne pouvait en transporter qu'une seule, et elle était si grande qu'il a fallu effectuer des modifications structurelles sur le bombardier. De même, au cours de ces premiers mois de 1944, l'escadron 616 recevrait 24 nouveaux Lancaster, les BMK, un spécial qui était équipé de portes modifiées. Pour transporter une Tallboy en avion, les portes ont été élargies pour que la bombe puisse entrer sans problème, rendant l'avion un peu plus lent mais toujours fonctionnel. L'escadron 617 a utilisé la Tallboy pour détruire le tunnel ferroviaire de Saumur, en France, à 18 mètres de profondeur. On dit même que les détonations de la Tallboy ont endommagé la propulsion et causé des inondations sur le Tirpitz, contribuant ainsi à son naufrage progressif. Cependant, les Tallboy ont lamentablement échoué lorsqu'elles ont tenté d'attaquer des bunkers encore plus profonds et robustes, ainsi que le type de bunkers utilisés pour les U-Boots. Il a donc été nécessaire de créer une bombe encore plus grande que celle-ci. Et ainsi, après des mois de développement, en 1944, la Grand Slam a été créée. Cette bombe mesurait 7 mètres de long,
et pesait près de 10 000 kg. Elle était énorme. Et les tests ont déterminé que la bombe pouvait pénétrer les bunkers allemands, et même bien au-delà de ce que les Allemands pouvaient construire. Mais il y avait un problème. La Grand Slam était trop lourde pour être transportée par un avion Lancaster. Il lui manquait 3500 kg de capacité pour la transporter. Et même un diamètre de 1,7 m. Cela la rendait trop grande pour être transportée directement par celui-ci. Elle ne rentrait pas dans la soute à bombe. Il n'y avait pas d'autres bombardiers, et encore moins de temps ou d'argent pour en concevoir un plus grand. Donc des modifications ont dû être apportées. En décembre 1944, l'escadron numéro 617 fut le témoin direct d'un événement insolite. Les ingénieurs, après des mois à tester des solutions pour pouvoir faire entrer l'énorme Grand Slam dans le Lancaster, ont pris une décision assez incroyable. Ils ont simplement retiré les portes de la soute, ont mis la bombe, tel fut l'ordre reçu par l'escadron 617. Retirer les portes des Lancaster spéciaux pour y placer les énormes bombes. Cette décision était audacieuse et, bien sûr, extrêmement dangereuse, mais elle résolvait le problème du transport. Les modifications rappelaient celles des Lancaster à bombes rebondissantes, avec une adaptation initiale du fuselage pour optimiser la charge aérodynamique. Lancaster aérodynamique. Les modifications étaient similaires, avec un fuselage modifié pour optimiser la charge aérodynamique. La quebrante, le quebrant airbrush, la vitesse. Le Lancaster spécial transportant la Grand Slam volait à 270 km/h, soit près de la moitié de la vitesse d'un Lancaster standard. Et ce poids supplémentaire nécessaire au Lancaster pour emporter la Grand Slam, ils les ont obtenus en supprimant le blindage et les instruments jugés inutiles, rendant l'avion très vulnérable. Cependant, il remplissait son objectif. C'était la plus grosse bombe du conflit. Le Squadron 617. Je n'étais pas heureux d'utiliser ces étranges Lancaster, mais il devait quand même le faire, et le 14 mars 1945, la première Grand Slam fut utilisée. Le viaduc de Bielefeld, en Allemagne, fut attaqué. Il avait déjà été visé à plusieurs reprises par des attaques conventionnelles, sans aucun succès. Il n'a fallu qu'une seule Grand Slam pour le détruire complètement. Si tu te demandes comment un Lancaster aussi lent et vulnérable pouvait entrer en Allemagne, attaquer et repartir sans problème, c'était grâce au fait qu'à ce stade de la guerre, la Luftwaffe était vraiment affaiblie. Il y avait peu de carburant et peu d'avions en général, à tel point que les Lancaster spéciaux entraient sur le territoire allemand avec une escorte minimale et pouvaient exécuter leur mission parfaitement. Au cours des derniers mois de la guerre, 800 154 Tallboy avaient été utilisés, attaquant une gamme de cibles allant des bunkers superficiels aux navires. Un peu plus de 60 Grands Slams ont également été utilisés contre des infrastructures profondes, lors de missions planifiées de manière chirurgicale, détruisant des bunkers et des positions défensives que les armes classiques ne pouvaient tout simplement pas atteindre. Tout cela a fait que les Lancaster PMK, un spéciaux, sont restés gravés dans l'histoire pour leur manière audacieuse de voler. Saviez-vous que les bombardiers B-17 larguaient leurs tourelles sphériques au sol, si nécessaire? Dans cette vidéo, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.